Bonsoir, il est passé 18 heures, donc ça y est, on attaque enfin cette fin de journée, mais avec un thème très intéressant ce soir et surtout des interlocutrices de qualité. Ce soir, on va discuter d'un thème très à la mode, mais en même temps très pertinent, surtout en cette fin d'année, qui est finalement sur comment faire évoluer votre stratégie commerciale face aux défis économiques de 2024. C'est un thème qui a toute son importance. On va rappeler quelques données clés. Les fonds à l'heure actuelle pour le financement, on va dire, des startups de l'économie tech sont à moins 32%. L'économie, on va atteindre tout bonnement et avec beaucoup d'efforts les 1% de croissance économique, en tout cas en France. L'inflation, on commence à être sur les 6%. Donc le contexte économique quand même devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, il va falloir réagir à ça. Et pour réagir à ça, il va falloir s'adapter, avoir la meilleure organisation commerciale, pouvoir finalement déployer cette organisation commerciale, la suivre, la former. C'est tous ces thèmes-là qu'on va aborder complètement aujourd'hui et avec des interlocutrices, et j'ai cette chance d'avoir vraiment des interlocutrices de qualité qui ont un vrai parcours dans la vente. Et d'ailleurs, ça va être finalement ma première question et mon ouverture. Je vais demander à chacune d'entre vous de se présenter. Et puis au-delà de la présentation, ce qui m'intéresserait pour ouvrir très rapidement le débat, parce que c'est ce qu'on attend finalement ce soir, c'est racontez-moi une anecdote d'organisation, quelque chose que vous avez fait qui a un peu été à contre-courant ou différent. Voilà. Mais d'abord, finalement, qui vous êtes? On démarre? Dorothée? Merci Emmanuel, bonsoir à tous. Donc moi je suis Dorothée Lecomte, je suis la directrice commerciale du marché français chez Conto. Donc Conto, si vous nous connaissez un petit peu, on est aujourd'hui leader européen sur la gestion financière des entreprises. On s'adresse à des clients TPE, PME. Ça représente aujourd'hui à peu près 400 000 clients répartis en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. 400 000. 400 000 clients, on a bien bossé. Et on continue. Donc voilà, on s'adresse à un marché en effet segmenté entre des populations freelance, créateurs d'entreprises. On a accompagné plus de 120 000 créateurs d'entreprises depuis le début de la vie de Conto. Donc on est en plein dans les sujets économiques du moment. On est un acteur aujourd'hui important, je pense, dans la vie économique. Et puis, aujourd'hui, en tant que directrice commerciale, j'anime, grâce notamment avec l'aide de 5 team leaders aussi au sein de mon équipe, une équipe d'une 30aine de commerciaux. Et on va adresser plusieurs canaux d'acquisition, des canaux d'acquisition inbound, sales, des canaux d'acquisition aussi récemment en outbound. Et j'ai la chance aussi de pouvoir travailler sur l'intégralité du cycle de vente, donc ce qui est assez peu commun finalement dans ce type de société, ouais, et de pouvoir aussi gérer l'après contrat avec une équipe qui va s'occuper notamment de l'onboarding de nos plus gros clients, du paramétrage, de l'accompagnement sur les 3 premiers mois, et une équipe qui va s'assurer derrière de maximiser le revenu potentiel de ses clients. Donc on appelle ça de l'upsell. Donc une équipe qui permet de faire vivre le client bien après la signature du contrat. Donc ça, c'est assez intéressant en effet d'avoir cette vue à 360 Oui, c'est rare. Du client. Une anecdote alors sur un truc que tu as fait et qui est complètement différent. Alors complètement différent, j'imagine qu'il y a pas mal de sociétés qui ont déjà pensé ces modèles, mais c'est vrai que je suis arrivée avec une vision très précise du recrutement et du recrutement des commerciaux. Et voilà, j'ai un petit niveau d'exigence et je pense que voilà, j'ai pu revoir certains process de recrutement aussi, des systèmes de sélection de candidats, peut-être des profils. On a revu un petit peu nos scorecards aussi pour être sûr d'avoir des profils qui s'adressent vraiment à ces organisations en mouvement perpétuel, extrêmement agiles et qui sont capables de s'intégrer dans la durée dans une entreprise. Donc peut-être que sur le premier poste qu'ils occupent, ils sont un petit peu surdiplômés ou suréquipés, mais que finalement demain, ça sera des très bons managers. Donc voilà, je pense que c'est surtout le process de recrutement et l'œil un peu d'exigence sur les gens. Quand le process de recrutement, en plus, les RH ont dû un peu paniquer, quoi. C'est ça, où effectivement, l'anecdote, tu as été un peu contre, quoi. Et on dit qu'il faut accélérer. Toi, tu as dit non, on va ralentir un peu, mais alors, j'ai conscience qu'il faut aller vite. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. On est tous en train de chercher les meilleurs talents du marché en commerce. Néanmoins, je suis assez convaincue que si on a une offre de valeur intéressante, si notamment lors du process de recrutement, à chaque étape du process, la personne sort de son entretien et se dit
tiens, j'ai appris quelque chose quand même. Durant cet entretien, on m'a fait un feedback constructif. Je me dis que finalement, ce candidat, il va se dire, mais si je rejoins cette société, définitivement, je vais apprendre plein de choses. Okay. Et aujourd'hui, l'apprentissage, on voit que c'est le premier driver d'un candidat. Oui, on en reviendra vers la formation. C'est bien avant l'argent. Et j'ai envie d'apprendre des choses chez vous pour potentiellement grandir chez vous ou aller monter ma structure après. Et c'est d'abord l'apprentissage. L'employabilité. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Pauline. Je suis ravie d'être avec vous tous et vous toutes autour de cette table. Donc, Pauline Bramessa, moi je suis Head of Sales chez Ringover depuis 3 ans et demi maintenant. Mon scope, c'est animer et encadrer une équipe de commerciaux, pareil que toi Dorothée, une 30aine. Et puis j'ai appris récemment également à manager des managers, puisqu'en dessous de moi j'ai 3 managers, donc sales managers, qui eux-mêmes animent une dizaine de commerciaux. Et on voit d'ailleurs que la façon dont on manage un manager versus un commercial est complètement différente. J'ai beaucoup appris sur ce sujet. Aujourd'hui, chez Ringover, donc on a un outil de communication à destination des entreprises. On prend toutes les conversations que vous avez avec vos prospects et vos clients. On fait de l'analyse conversationnelle grâce à l'IA. Et surtout, on vous permet d'avoir plus de productivité et d'accompagner, monter en compétence vos équipes à travers de la double écoute, du coaching. On en discutera un petit peu plus tard. Ringover, aujourd'hui, en plus, c'est une société française. Je l'ai rejoint donc il y a 3 ans et demi. On était 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on a dépassé les 300. Oui, voilà, grosse croissance. Donc, on en rediscutera aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aujourd'hui. Mais comment on fait dans un marché en hyper croissance comme ça pour réorganiser, faire face aux défis économiques, comme on s'est dit initialement? Et je suis ravie, en tout cas, d'être avec vous. Mon anecdote, quand je suis arrivée chez Ringover, j'ai été extrêmement surprise parce que j'ai découvert que dans cet écosystème start-up, scale-up, nous avions des silos. Je n'étais pas du tout habituée donc j'ai fait une école de commerce dite classique, j'ai passé 8 ans dans une multinationale américaine et on n'avait pas le silo parce que pour nous, le consommateur, le client était au cœur de notre modèle. Pas de spécialisation. Pas de spécialisation, c'est-à-dire pas de SDR, pas de BDR, pas de CAM, de CSM, etc. Et je suis arrivée effectivement chez Ringover et là, on m'a dit il faut faire absolument ce modèle-là, il faut siloter, il faut rendre effectivement certaines équipes expertes de leur métier, en l'occurrence. C'est censé être classique. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait chez Ringover. Aujourd'hui, on a des account exécutifs qui gèrent l'intégralité du cycle de vente, qui font de l'acquisition, qui font l'upsell, qui font du cross-sell et qui vont justement jusqu'à la signature, l'onboarding des contrats. Ça nous a permis d'ailleurs d'attirer de vrais talents qui eux-mêmes étaient SDR ou BDR dans d'autres sociétés et qui avaient envie de cette opportunité de closing, en fait, qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir. Donc, je dirais que c'est ça la petite anecdote. C'est d'ailleurs, en plus en plus d'entreprises dans notre écosystème, toujours, sont en train de revoir ces SDR, ces BDR. On aura l'occasion d'en discuter. Merci beaucoup. Lucille. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi, Lucille, je suis directrice commerciale chez Content Square, donc d'une BU qu'on appelle Top Account chez nous. J'ai rejoint Content Square il y a 1 an et demi. Donc, je fais partie de la direction commerciale France, qui a à peu près 40 personnes en France. Et mon équipe, c'est 8 personnes en charge des très grands comptes, donc des comptes qui sont internationaux, sur lesquels il y a un lead France. C'est des comptes qui sont LVMH, gros compte. Mullier, l'association des Mulliers, également Orange, Bouygues. Voilà, on est répartis dans mes commerciaux par secteur et industrie. On en parlera un peu plus tard. Et l'enjeu, c'est vraiment d'être au plus près des besoins de nos clients et de comprendre un peu la gouvernance globale qu'on peut avoir. Content Square, pour rappel, c'est une société qui vient aider nos clients à améliorer le parcours de leurs clients en digital, que ce soit sur les sites, les mobiles ou l'application. Donc, on vient analyser. Donc, on est vraiment une société d'analyse du parcours client, mobile, site et app, pour pouvoir optimiser les taux de conversion en ligne, mais aussi tout simplement l'expérience des clients du luxe, du retail, mais aussi des sites institutionnels. Et on travaille même sur le secteur public, qui est aussi dans mes équipes. Beaucoup de secteurs, quoi. Intéressant à voir. Une anecdote alors. Alors l'anecdote, je rebondis un peu sur les exigences dont parlait tout à l'heure Dorothée. Moi aussi, je suis assez connue pour mon exigence et je pense que là où j'ai un peu été disruptive quand je suis arrivée dans la société, c'est vraiment la vision autour de la valeur du client. On avait vraiment une dimension, par l'historique aussi de Content Square, hein, ça fait 10 ans qu'on existe, très produit-centrique. Et j'ai un petit peu transformer ça dans l'approche aussi, même présentation client, démarche de vente, etc. Vraiment plus parcours du client avec notre offre, parce qu'on a aussi, donc je l'ai dit, une offre app, une offre mobile, etc. Mais plus réfléchir, c'est quoi les attentes du client et comment on va proposer de la valeur, ce qu'on appelle du customer-centric, du vision, et value selling. Et ça, c'est, je pense, un élément clé, surtout quand on adresse des très grands comptes qui vont avoir de nouveaux exigences qui sont très, très élevées.
Exactement. Le besoin avant tout. Besoin pour aller trouver des solutions en produits technologiques ou pas, en fonction des besoins du client. C'est ça. Et ça, effectivement, impulsé, intéressant à faire. C'est un changement primordial, on va dire. Tiffen. Et je suis ravie d'être là. Merci de votre accueil. Donc, je m'appelle Tiffen Rich. Désolée d'avant, j'ai une petite extinction de voix, donc je vais essayer d'être brave et digne jusqu'à la fin de cette séance. Mais voilà, je ne contrôle pas tout. Donc, je m'appelle Tiffen Rich. Je suis directrice commerciale chez HubSpot. Donc, HubSpot, c'est une entreprise américaine qui accompagne aujourd'hui ses clients dans leur croissance. Donc, via différents produits, notamment les plus connus, c'est des solutions marketing et des solutions CRM. J'encadre aujourd'hui l'équipe de l'Europe du Sud, donc qui comprend 4 marchés, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Donc aujourd'hui, ça représente une 60aine de commerciaux. Comment ? Tout à fait, ouais. Alors ça, c'est tout nouveau. Donc moi, je suis arrivée en janvier chez HubSpot et j'ai récupéré l'Europe du Sud. Avant, j'étais que sur la France, mais depuis le 1er octobre. Donc c'est voilà, on est en phase de découverte, mais c'est super, c'est une très belle opportunité et de beaux challenges. Donc aujourd'hui, mes reps s'occupent d'entreprises qu'on appelle chez nous small business. Donc, ce sont des entreprises qui vont être de 1 à 25 employés. Donc, c'est un marché qui est assez important pour HubSpot. Et mes sales ont une double casquette. D'une part, ils vont faire de l'outbound, aller chercher de nouveaux logos. Et d'autre part, ils ont des responsabilités sur ce qu'on appelle une install base, donc un des comptes existants dans lesquels ils vont avoir la mission de faire des upsell cross-sell. Comment tu les as transformés ? Une anecdote d'abord. Une anecdote, bien sûr. Une anecdote, depuis que je suis arrivée, j'ai un petit peu changé la stratégie de talent acquisition, notamment. Donc, quand je suis arrivée, les personnes qu'on recherchait, on était beaucoup dans l'expérience, donc plutôt 2, 3, 4 ans d'expérience sales. Le classique, voilà, exactement. Moi, j'ai décidé de changer de ça. Pourquoi ? On va en parler, je pense, pendant cette session, mais il y a un virage outbound qui est en train de s'effectuer dans pas mal d'entreprises. Et j'ai décidé, si vous voulez, de parier un petit peu sur ma marque employeur, qui est relativement forte, et d'essayer d'aller chercher des potes, voilà, en toute humilité. Mais j'ai décidé d'aller plutôt chercher du potentiel plutôt que de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, mes reps, j'ai besoin qu'ils aient très faim, pardonnez-moi l'expression. Il va falloir pick up the phone. Et donc, j'ai effectué ce changement depuis plusieurs mois. Il faut des gens qui ont vraiment faim, quoi. Yes, un drive énorme. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez vu, on a une diversité. Du coup, on a plein de profils, mais vous gérez des équipes très différentes. Donc, c'est bien, ça va permettre un échange assez riche. Sur la partie organisation, le premier point qui m'intéresse, c'est toujours pareil, c'est finalement, on se pose des questions d'organisation, comment on s'adapte, mais d'abord, ça va être quoi l'influence ? Comment on va finalement s'adapter, comment on va le dessiner, qu'est-ce qu'on va considérer ? Quand on regarde les facteurs d'influence, à la louche, on pourrait en lister une vingtaine. Très bien, on ne va pas tous les dérouler. Ce qui m'intéresserait, c'est pour vous de savoir finalement ce qui vous a le plus influencé pour aller faire ça. Je vais commencer par toi, Tiffen. Du coup, c'est quoi pour toi les facteurs d'influence de l'organisation ? Qu'est-ce que tu vas regarder en premier ? Si tu veux, moi, j'ai un prisme qui m'accompagne dans chacune de mes décisions, dans chacune de mes stratégies. J'ai 5 piliers qui sont super importants pour moi. Le premier et le plus important, c'est les people. Est-ce qu'on a la bonne stratégie de recrutement ? Est-ce que mes people ont une bonne visibilité sur ce que j'attends d'eux ? Est-ce qu'ils ont une bonne visibilité sur le career path ? Les expectations. Est-ce que j'ai des personnes qui vont avoir l'ownership suffisant pour aller alimenter mon organisation ? Le deuxième pilier, c'est la culture, donc très lié aux people. La culture dans une entreprise, c'est primordial. Dans les différentes expériences, à un moment, on est champion du monde, tout se passe bien, et puis d'un coup, tout s'écroule. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais prendre, pardon, je vais faire beaucoup d'anglicisme, for granted, mais super important. Voilà, de s'assurer. Une discussion sur le modèle de Shine, qui est un expert de la culture, et comment ça fait résonner. Il y a un vrai sujet. Tout à fait. Donc, la culture, c'est pas seulement aller prendre des bières après le boulot tous ensemble, pas que, ça en fait partie, mais c'est aussi avoir une culture de l'excellence, une culture du feedback, une culture de constructivité, et tout ça, c'est des choses, et je pense en tant que leader, on a une responsabilité là-dedans. Le troisième prisme, c'est la vision. Ça, c'est mon rôle à moi, de m'assurer que mes équipes ont conscience de
là où on va tous ensemble et que chaque décision nous rapproche de cette vision, de cet objectif. Super important. Le 4e point, c'est la structure. Dedans, la structure, c'est comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'entreprise, qu'équipe, pardon. C'est également comment, quels sont les temps forts, les rituels. Le stack dedans va faire partie de la structure, etc. Donc, c'est vraiment tout ça, comment on s'organise là-dedans. Ces 4 piliers, ils sont au service d'un dernier pilier qui est tout aussi important que les people, c'est le client. Donc, le client, comment on fait en sorte de construire la bonne méthodologie qui fait en sorte que mes reps, ils ont le mindset solve for the customer. Tout faire pour qu'on soit dans du value selling et que la priorité, ça soit... Dessiné par ça, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs aussi, tu disais très orienté. D'ailleurs, tu nous as parlé de grands comptes. Enfin, on sent que voilà, là, c'est la même prisme de mise en pratique. Vraiment du client. Et après, se décline un peu les piliers que tu as évoqués. Mais même quand je redessine l'organisation, et on le fait en collaboration avec les autres directeurs commerciaux, il y a un pilier quand même qui est le client. Et on va travailler par deux typologies. Déjà, le segment plutôt de taille de marché, j'allais dire, et la verticalisation et l'industrie. Donc, je sais qu'on va en reparler aussi. Ça, c'est le premier axe. Et donc, je travaille beaucoup avec la partie sales operation parce que nous, on a souhaité, et c'est récent dans l'entreprise de Content Square pour le marché français uniquement, on a été un peu pilote sur ce domaine. On est sur le marché le plus mature de Content Square. Donc, on a un enjeu. Puis un marché d'innovation, c'est bon, les early adopters, vous les avez déjà. Maintenant, ça va les chercher, quoi. Exactement. C'est vraiment un changement de paradigme et de croissance, de modèle de croissance pour l'avenir. Et je pense que c'est dans cette démarche qu'on a lancé les top accounts. Donc, on est vraiment sur des comptes nommés. Et comment on a construit les territoires et comment on reconstruit les territoires de la France dans son ensemble, c'est à partir des données historiques. Donc, on va regarder par segment de verticaux le nombre de clients qu'on a en base pour voir aussi l'appétence des certains verticaux. Et puis même les segments de marché qui vont fonctionner le plus, le mid-market ou toi versus le grand compte sur lequel on a aussi plus de croissance. Donc on va venir voir les historiques de croissance, les segments, la répartition par verticale. Et puis on va aussi se poser la question de qu'est-ce que veut le client en fait. Le client aujourd'hui, on le touche du doigt et on va y revenir. C'est vraiment une démarche de vente de conseil. Et pour moi, dans l'organisation, c'est aussi mon souhait que mes sales ils deviennent des experts de leur domaine. Des experts, soit de leur domaine, soit même de leur compte. Parce que quand on parle d'un compte comme LVMH, on est sur multi-industrie. Même chose pour les muliers, multi-industrie. On va bien sûr toucher à du retail, mais il y a beaucoup de sous-domaines du retail. Donc, le premier axe pour moi, c'est vraiment l'industrie, le segment, d'accord, la vision et les demandes du client. Et la demande du client, pour moi, c'est le conseil, finalement. Surtout quand nous, on vend vraiment une démarche multi-offre expérience client. Donc, finalement, c'est d'accompagnement et même de solutions SaaS, mais pour améliorer l'expérience de leurs clients finaux. Donc, si on n'a pas la connaissance du client de notre client, tu vois, on va plus loin que uniquement nos clients, c'est le client de nos clients, en fait. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, pour moi, le deuxième, c'est le total marché adressable. Donc là, on va vraiment réfléchir par rapport à l'historique et aussi par rapport au potentiel de comptes, de portfolios, pour créer les bons portfolios pour pouvoir répondre au dernier argument qui est pour moi majeur. Est-ce que juste tu peux définir le TAM au cas où il y a quelques auditeurs qui ne comprennent pas ce que c'est, donc TAM, bien sûr. Donc, on va calculer en fait le potentiel de marché de chacun des portfolios. Comme je l'ai dit, on est maintenant multi-propositions, multi-produits. Donc, on va pouvoir adresser du multi-offre en fait par rapport à certains clients. Et il y a des clients qui sont réceptifs, qui ont des sites digitaux. Il y en a d'autres qui n'ont pas de sites digitaux. Donc, on va vraiment travailler. Exactement. Okay, au potentiel. Pas seulement au client, mais à leur potentiel. Exactement. Le potentiel pour qu'on puisse faire des territoires qui soient équilibrés. Et aussi, on a un autre enjeu, c'est le client et la rétention. La rétention à 2 niveaux. La rétention de nos clients. Donc, nous, on a fait le switch aussi cette année de passer en modèle hybride, où on a donc vraiment une vision verticalisée par industrie et des segments qui sont mixtes clients et prospects. Donc, chaque finalement commercial, on va dire, ou sales représentatif gère les deux. Gère les deux. Tu n'as plus des CS avant, les classiques CSM, un compte manager, tout ça. Tu as dit non, maintenant vous gérez effectivement un peu des deux. Ouais. En fait, ces portfolios sont hybrides, donc vraiment clients et new logo. Les bases existantes. Ouais. Ce que j'appelle clients, c'est bases existantes et new logo. Par contre, on a toujours une équipe de CSM et justement, dans la partie grand compte, la grande démarche qu'on a pu faire, c'est aussi briser les silos. Donc, toi, tu parlais aussi, Pauline, en introduction. Puisque finalement, tout le monde devient un customer success, puisque la rétention est au cœur même de la stratégie des commerciaux. Et quand je parle de rétention et d'équilibre des portfolios, je parle bien sûr de la rétention client,
mais aussi la rétention de mes commerciaux. Parce que l'objectif numéro 1, en tout cas pour moi en tant que manager, c'est que mes commerciaux soient au quota, à leurs objectifs. Et donc, on travaille beaucoup avec SalesOps pour vraiment, voilà, il y en a qui ont plus de renouvellement une année que de croissance en termes de quotas, etc. Donc, on arrive à des maturités de quotas différenciées et des territoires un peu plus spécifiques. Justement, il va falloir les faire rebondir, les faire évoluer en fonction. Et je crois que c'est un de tes points, justement, qui influe ton orga. Finalement, c'est de considérer comment tes commerciaux ils peuvent monter. Parce qu'il y a l'aspect extérieur, en fait, client, mais finalement, il faut aussi considérer les hommes ou les femmes, d'ailleurs, qui la constituent. Je répète la question. La question, c'est quels sont les critères ou les facteurs d'influence que l'on prend en compte pour réorganiser à un moment donné notre équipe commerciale. Et donc, moi, j'ai pensé à 2 critères, en plus des vôtres, bien entendu, puisque l'objectif, c'est de vous apporter un maximum de contenu et pas de se répéter. Mais en l'occurrence, donc, les 2 auxquels j'ai pensé, c'est nous, on a une vraie volonté d'avoir des perspectives d'évolution pour nos collaborateurs en interne. C'est-à-dire qu'on a créé une équipe inbound, une équipe outbound. Et ça, c'est également en grande partie grâce à ton arrivée, Emmanuel. Merci pour ça, parce que maintenant, la vision est extrêmement claire. Et sur la partie inbound, nous, on a des tiers. Donc, les tiers, c'est quoi? Tiers 4, tiers 3, tiers 2, tiers 1, en fonction de la taille de compte que je vais adresser. C'est notre objectif aussi, c'est d'être concentré sur le client. Et on ne gère pas une licence, et donc un 10 collaborateurs, 10 salariés dans l'entreprise versus un 5000. Donc, parce que les techniques de vente ne sont pas les mêmes, les profils d'échelle ne sont pas les mêmes. Donc, comme on est organisé comme ça par tiers, que ce soit en inbound et en outbound, on a toujours cette perspective du sales qui est en tier 4 de vouloir potentiellement un jour évoluer en tier 3, puis en tier 2, puis en tier 1. Et c'est ça l'objectif d'une société, c'est de donner un peu de vision, un peu de stratégie, de perspective d'évolution en interne. Et l'organisation doit s'adapter à ce fameux carrière pass. En tout cas, c'est le jargon qu'on peut utiliser. Et je pensais à un deuxième point qui rejoint effectivement un peu le tien. Mais moi, c'était plus à un moment donné, je me suis dit, combien de sales il nous faut? Donc, effectivement, je suis arrivée chez Hangover. Bon, il y avait entre 5 et 10 sales, parce qu'effectivement, avec mon dire comment tout à l'heure, on était en train de rigoler sur il y en avait combien quand on est arrivé. Et en fait, on s'est dit, mais pour atteindre notre BP, pour atteindre notre croissance, combien il nous faut de sales à côté? Et en fonction de ce que ça nous coûte, quels sont les profils de sales qu'on doit embaucher? Puis après, on a pris l'effet inverse. On s'est dit, au final, est-ce que c'est comme ça qu'il faut calculer? Ou alors, est-ce que c'est plutôt quand le client nous contacte en inbound, quel est son parcours client? On appelle ça la journée. Excusez-moi aussi pour les termes anglo-saxons, mais quel est son parcours client? Quelles sont les étapes clés qu'il va rencontrer lors de son parcours? Et donc, quels sont les touch points, les étapes en fait intermédiaires? Et donc, du coup, qui je mets en face? Quel sales il doit répondre au téléphone au niveau du standard? Quel sales doit faire la première disco, la démo, etc. Et combien de personnes il me faut? Contacter, en tout cas, échanger avec nous. Il a besoin de cet échange. Je pensais à ces 2 points. Ouais, j'entends. D'ailleurs, et ça diversifie un peu les critères. Et d'ailleurs, tu en as dans ta tête plutôt pas mal pour essayer d'élaborer ton organisation. J'ai tous vos critères et des piliers, people en premier, évidemment. Mais je pense qu'on ne peut pas faire tout ça sans mettre un peu de data. Et tu l'as dit, combien ça nous coûte, combien il me faut de sales, c'est un peu la question qu'il faut se poser à un moment donné quand même. Et on est en train de parler quand même de profitabilité, de rentabilité. Il y a un moment donné où il faut en effet stopper les vannes et se dire, attends, est-ce que vraiment j'ai la bonne capacité par rapport au bon panier moyen, au bon cycle de vente? C'est fini, quoi. Voilà, il faut aussi travailler fortement la rétention. Vous le travaillez dans vos carrières pass, au même titre que nous, on va travailler énormément là-dessus aussi chez Contour. Un recrutement, ça coûte cher. On a envie de garder les gens dans la durée. Donc, à quel moment, en fait, finalement, je construis aussi mon BP? Je construis via la donnée un modèle qui va être adapté à mon cycle de vente, mon client, le type de profil que je recrute. Si je prends des juniors, en effet, ça me permet d'en avoir potentiellement plus que si je prends des seniors. Donc, voilà, la donnée, le BP, l'aspect financier qui doit quand même intégrer aussi nos décisions. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, du moins dans nos organisations plutôt scale-up, licorne, start-up. Et ça, on mettait grosso modo du monde, on espérait que ça marche un peu, on leur disait allez-y, passez quelques coups de fil et puis tout ça on le surveille. Mais du coup la surveillance ça va amener un peu d'autres choses, c'est-à-dire que justement ça va commencer à se transformer et on voit alors l'organisation qui était classique, ok, inbound, outbound, channel, on met du SDR, Sales Development Representative, du BDR et puis finalement on voit que tout ça change justement par ces notions de profitabilité, de rentabilité et je crois que d'ailleurs on en vient carrément à changer complètement le modèle. C'est ton cas, Tiffaine? Tout à fait, c'est ce que je disais en introduction. Aujourd'hui, je crois, en nous parlant à certains
autres directeurs commerciaux, il y a des virages outbound qui se font de plus en plus. Et deux choses qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place chez HubSpot, c'est par exemple dans mon équipe, donc je le rappelle, moi je travaille vraiment sur du small business, 1 à 25 employés dans une entreprise. Donc c'est pas le cas de toute l'organisation. Mais sur mon segment, on a depuis mars arrêté de travailler avec des BDR. Donc il y a évidemment ces aspects de rentabilité, etc. Et donc aujourd'hui, on demande à nos commerciaux d'apprendre un nouveau métier qui est d'aller chercher des nouveaux logos, etc. On est très général, on l'a théorisé dans les années, on va dire 2000, 2010, début 2020, et là, ça y est, ça change, on remet un modèle général. Ouais, et puis voilà, HubSpot a une croissance et une histoire assez fulgurante, assez impressionnante, et donc à un moment il y a des standards qu'il faut continuer à aller chercher. Donc on a bénéficié de temps assez fort, je pense en 2021 post-Covid, où voilà, il y a une demande qui a beaucoup accéléré, etc. On va pas s'arrêter là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adapte pour justement continuer à aller chercher cette croissance, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et toujours dans le cadre outbound, une deuxième chose qu'on est en train, qui a été mise en place en pilote dans certains pays en EMEA et qui sera vraisemblablement, en tout cas on est en discussion pour le faire dans toute l'entreprise, c'est toujours pour mon segment, les 1 à 25, aller pour tous les new hires, ne pas leur donner une capacité directement, et pendant leurs 7 premiers mois dans l'entreprise, qu'ils aillent faire que du new logo, de l'outbound, exactement, pour construire leur capacité. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, ce que je dis tout le temps quand j'accueille des commerciaux dans mon équipe, c'est OK, le but du jeu, c'est de faire un maximum d'erreurs le plus vite possible. Comme ça, tu vas apprendre, pendant tu vas être performant. Voilà. C'est quand même mieux de faire des erreurs sur des personnes qui ne sont pas encore clientes. Et donc j'y vois un double intérêt ici. Effectivement, les deviennent faux là. Par contre, sur la spécialisation, c'est le point qu'on mentionnait avec toi, Pauline, tout à l'heure. C'est OK, est-ce que, pareil, les anciens modèles, on verticalise tout ou alors on verticalise après? Comment tu le sens par rapport à ça? Il n'y avait pas d'industrie. C'est-à-dire qu'en même temps, on a ce bonheur et cette joie d'avoir un produit qui aujourd'hui convient à un entrepreneur qui veut juste faire du télétravail ou avoir une ligne téléphonique versus à un mano-mano qui, à un moment donné, veut équiper ses call centers ou son service client. C'est extrêmement large. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit naturellement, en plus en période d'hypercroissance avec des objectifs très ambitieux et mensuels, je tiens à le rappeler aussi, puisque même si aujourd'hui, nous, on adresse du 1 licence, donc jusqu'à 1 salarié, mais on peut aller jusqu'à plus de 5000, on sait qu'à un moment donné, on va devoir taper large et donc taper un peu partout. Et c'est ce qu'on a fait en arrivant. Et puis maintenant, avec le recul, et je vois que ça se généralise un peu autour de moi, chez mes homologues, pairs ou dans d'autres sociétés de notre écosystème, c'est qu'en fait, on est en train de se dire, mais en fait, non, il faut personnaliser notre approche. Toujours en étant très orienté client, parce que nos clients, ils attendent quoi? Ils attendent que demain, surtout en outbound, c'est-à-dire entre guillemets en acquisition, moi j'appelle ça l'acquisition, c'est qu'à un moment donné, il attend que si tu m'appelles, c'est que tu connais mon métier, tu connais mon besoin, tu connais mon pain, tu es un expert en fait, sinon tu ne m'appellerais pas. Ça sert à quoi que tu m'appelles et que tu tapes à côté? Non, quand tu m'appelles, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que je fais dans la vie, tu sais quels sont mes enjeux sur la fin de l'année, tu sais quelles sont mes problématiques et du coup, tu m'apportes une solution. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire, alors ça peut être appelé vertical métier ou industrie, en l'occurrence, je prendrais plus industrie, merci les filles. Et donc, du coup, l'industrie, ça peut être, et ça encore une fois, c'est très simple, depuis 2023, quelles sont les industries surreprésentées sur vos contrats signés? Est-ce que c'est l'assurance? Est-ce que c'est le retail? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le tourisme? Oui, c'est la donnée d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure. Pour ça, et donc on se rapproche des équipes Ops ou même marketing. Et en fonction de ça, du coup, OK, notre base client, elle ressemble à ça. Déjà, quelles sont les références clients que j'ai dans cette industrie? Parce que ça, c'est un énorme poids. Quand je vais chasser et que je vais dire que j'ai telle personne en cliente et en plus, c'est potentiellement une concurrente à toi ou alors un homologue, ça parle beaucoup plus. Et ça permet aux sales d'avoir un discours professionnel, adapté. Et donc là, c'est vraiment l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est comment on va transformer, entre guillemets, l'expertise d'un sales, alors que jusqu'à présent, il était généraliste. Donc maintenant, je vais lui dire, écoute Romain, tu vas faire que de l'assurance. Joseph, j'aimerais que tu fasses de l'immobilier potentiellement. Et puis, en retour, on va aller sur le retail. Et c'est vrai que mon seul conseil vis-à-vis de l'auditoire, en tout cas, si vous êtes aux prémices de cette organisation, mettez tout de suite en place un vertical métier. Ça vous permettra de faire des tests, de savoir ce qui fonctionne
d'adapter le discours type expert et même parfois même de dire, bon, bah, lui, finalement, c'est pas l'assurance, c'est plutôt le retail. Donc, si on y va en spécialiste, comme tu disais, on fait des erreurs, mais on les fait rapidement, on teste des verticales et au moins, on peut pivoter très rapidement. Effectivement, quand on a besoin de rentabilité, de profitabilité, autant y aller, faire des efforts, mais au moins d'avoir des retours assez rapides. On va bifurquer complètement par rapport à cette verticale outbound. Il y a un point qui m'intéressait dans ce que tu avais évoqué, c'est finalement le développement aussi de toute l'influence qu'on pouvait avoir. Alors, c'est sûr, on peut avoir des commerciaux et des plateaux qu'appellent. Alors, problématique de rentabilité quand même et de vérifier. Est-ce qu'on y met avec des BDR avant? Mais il y a d'autres manières finalement d'aller adresser son marché. C'est ce que tu mentionnais, Cécile. Après, moi, c'est vrai que je m'occupe de la partie grand compte. Donc, c'est un modèle un tout petit peu différent, mais on va travailler de plus en plus avec les channels, les partenaires. Et les partenaires qui sont déjà présents chez notre client et donc ils vont pouvoir autour de notre proposition de valeur, mais surtout qu'ils vont connaître nos clients encore davantage que nous. Et finalement, nous, on voit vraiment le sujet, on est sur des deals assez complexes sur les grands comptes et des deals avec un certain niveau de valeur aussi annuel ou mensuel. On est plutôt sur des deals annuels. Et du coup, on est toujours multi-interlocuteur. Et j'en reparlerai après, c'est comment on coach les équipes sur la partie multi-interlocuteur, mais aussi comment on s'inspire et on trouve de l'information ou un rôle d'influence par rapport à des partenaires. Donc nous, c'est une nouveauté aussi chez Content Square. On a vraiment lancé une démarche alliance channel avec différents types de partenaires en fonction des segments d'entreprise. Ouais. Alors sur la partie grand compte, typiquement, on va beaucoup travailler avec un Microsoft qui est aussi hébergeur de nos données et donc finalement qui peut être prestataire pour le client, mais aussi fournisseur de données derrière. Donc finalement, c'est vraiment un partenariat transverse. On va travailler avec plutôt des partenaires très influenceurs, tels Accenture, et on va lancer des démarches communes de compréhension du business client, du contexte client, pour aller démontrer la proposition de valeur et fournir une proposition commune d'accompagnement, de solutions et d'accompagnement. Et puis, c'est un rôle d'influence pour nous aussi sur, justement, travailler les multi-interlocuteurs, mieux connaître nos clients par rapport à leur écosystème. Donc, finalement, pas à se concentrer en permanence en disant, OK, nous, le client, on va y aller directement. Mais en fait, notre client, il a aussi beaucoup de partenaires, il parle à beaucoup de monde. Et donc, effectivement, on peut le faire là-dessus. C'est ça, il y a tout un écosystème à identifier. OK. Une fois qu'on a construit un peu cette partie organisation, on a compris ces vecteurs d'influence, on a regardé ce qui est en train de se modifier, il va falloir le faire vivre un peu tout ça. Il va falloir mettre en place des rituels finalement de comment on va pouvoir ça. Et ça, c'est important typiquement quand on a une équipe et qu'on doit à la limite tout reprendre. Quels sont les rituels pour essayer de la faire vivre, cette équipe? Je sais que tu as mis en place pas mal de choses finalement, non seulement individuelles, ça m'intéresse, mais aussi en termes d'équipe. Alors, en effet, on voit nos organisations changent, toujours orientées sur le client. Donc, en effet, on a des profils qui sont de plus en plus aussi experts pour aller adresser des clients qui sont plus pointus, plus exigeants. Et pour ça, on peut avoir plusieurs rituels. Un rituel, par exemple, qu'on a pu mettre en place chez Conto, c'est typiquement les Sales Challenge. Donc, c'est assez classique, finalement, quand on est directeur commercial. Comment on fait pour gamifier comment on fait pour gamifier un petit peu et comment on fait pour mettre un petit peu d'animation sur, par exemple, une nouveauté. En effet, quand il faut remettre ses accounts exécutifs au téléphone, parce que on n'a pas, ils n'en avaient plus l'habitude, voire ils ne l'ont jamais fait, ou ils ne l'ont pas fait depuis 10 ans. Parce que l'organisation SaaS, en effet, depuis 10 ans, c'est SDR à eux et que voilà, c'est bien organisé comme ça, c'est bien huilé. Pourquoi pas justement mettre un sales challenge pour leur montrer via un petit jeu qu'en fait, ils sont tout à fait capables d'aller faire de la prospection et c'est un peu leur montrer par l'exemple et que finalement, une fois qu'on leur a montré que ça avait marché et qu'en plus, ils étaient plutôt bons, pouvoir l'intégrer dans leur core mission, dans leur core job via l'exemple. Donc, on utilise beaucoup les sales challenges pour animer l'équipe et surtout intégrer des nouvelles choses au sein de notre organisation parce qu'ils l'ont fait, ils ont vu que ça marchait et du coup, go, on y va. On a testé, on les met ensemble. Tu as un exemple c'est toutes les semaines, c'est tous les mois, est-ce qu'il y a un reward à la fin, qui gagne? Ça veut dire une carotte. Donc non, il faut quelque chose à gagner. Enfin, on est sur une population qui aime jouer, qui est là pour gagner. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose à gagner, c'est sûr. L'objectif, évidemment, c'est que ça ne soit pas trop fréquent parce que, évidemment, la compétition, tu sais tout le temps, si c'est un marathon, ça ne marche pas. Donc, je dirais une fois par trimestre, c'est le bon rythme. Donc, choisissez un indicateur, une chose que vous voulez modifier par trimestre, que vous voulez potentiellement tester pour vos nouvelles organisations et faites ce challenge sur une durée, je dirais, maximum de 3 semaines.
parce que pareil, c'est un sprint, c'est pas un marathon. Donc, on veut garder l'énergie et la fraîcheur de la nouveauté. Ouais. Les deux, tu peux le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le faire aux deux niveaux, c'est-à-dire d'avoir un gagnant individuel et un côté collectif au niveau de l'équipe où il y a un reward et collectif et individuel. Comme ça, on travaille le travail d'équipe, hein, ça fait pas de mal. Et on montre collectivement qu'on peut y arriver via une entraide quelconque dans l'équipe. Mais d'ailleurs, sur ce travail d'équipe, c'est ce que tu mets en place, non? Tous les vendredis, toute l'équipe challengée, quoi. Il n'y a pas de reward. En fait, pour moi, je pense qu'en plus, on parle aussi des défis par rapport à la situation économique. Et je pense que le collectif et les rituels, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour garder la motivation, garder la confiance dans les équipes, malgré les difficultés sur les résultats. Donc, en effet, moi, j'essaye de dynamiser au niveau de l'équipe et on a mis en place 2 rituels majeurs, enfin, voire 3, mais je vais parler de 2 principalement, qui reviennent sur le collectif, comment on brainstorm tous ensemble. Donc, voilà, il y a plein de démarches de vente. Je l'ai nommé Medic qu'on a décidé de lancer au niveau de Content Square. Et c'est vrai que dans la démarche française qu'on a fait, c'est le vendredi, pendant 1 heure, on a des petits groupes cross-équipes. Donc, c'est vraiment pas pour changer aussi un peu, animer les équipes. On mélange tout le monde, que ça soit du Customer Success, du Pre-Sales, du SDR, du Sales et intra-équipe même. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Alors après, voilà, ça dépend des vendredis. Tu veux dire intramarché? Et intramarché, oui. Ah oui, d'accord. Donc France, mais intramarché, tu vois, c'est pas mon équipe pour mon équipe, c'est vraiment, moi, j'ai un challenge tout le monde. Et on a mis en place des deal reviews, brainstorming. Donc c'est vraiment pas du deal review, forecast, etc. C'est, OK, c'est quoi tes problèmes sur ce deal et comment on peut brainstormer ensemble. Et c'est vraiment plus les contributeurs qui participent et qui challengent et donnent des idées. Donc c'est vraiment entre eux. Là, les managers, c'est out. On est là pour orchestrer au niveau management, poser des questions. Et on voit l'idée, c'est de se dire quel est justement le moyen de relancer un client, comment je vais pouvoir alimenter mon champion, et, qui pourrait adresser tel contact, etc. Ou quelle est la question que je pourrais poser pour aller plus loin dans ma discovery des pains. Alors pareil, je fais du franglais, mais et en fait, et comment je l'adresse en fait, parce que souvent on est seul en fait. Enfin, les commerciaux sont seuls devant des problématiques où le client ne répond pas ou des choses comme ça. Ou comment je vais plus loin. Donc le multi-interlocuteur toujours, dans cette partie, ce qu'on va appeler les deal brainstorm review du vendredi. Après, il y a un autre axe, et on l'a tous dit, c'est qu'on a des difficultés sur l'inbound, et on a vraiment une volonté dans la outbound, et on a des commerciaux, et je pense que c'est le cas de tout le monde, qui n'ont pas forcément la facilité à aller faire du call sortant. Ouais, c'est un métier difficile, il faut accepter. Donc voilà, et l'idée pour moi, c'est toujours le collectif, comment on se motive ensemble, et comment on se prépare. Donc on a mis en place des war rooms. On est plusieurs directeurs commerciaux. Là, on n'est plus dans la gamification, là, c'est wow. C'est la guerre. On part dans la guerre. Et on se dit, OK, on travaille avec les SDR en préparation de ces war rooms. Mais d'ailleurs, j'étais avec elle à midi. Elle me disait, on n'a pas préparé la prochaine war room. Il faut que tu me dises les thématiques. On cherche des thématiques et on cherche à sourcer des contacts en amont des war rooms. OK. Ça nous a permis, tu vois, de récupérer plus de 2000 contacts. Oui, vraiment un focus complet, quoi. Et hop, on y va, on se met tous ensemble. Voilà, on se met tous ensemble, on a notre base de contact à essayer d'adresser. Alors, par plusieurs thématiques, plusieurs moyens, c'est pas uniquement du call sortant, parce que j'ai pas envie qu'on se mette dans un focus, tu vois, call sortant. C'est plus, j'ai identifié mes prospects, mes nouveaux contacts, etc. Je sais comment je dois adresser, quelle campagne je fais par rapport à une thématique. On peut faire des thématiques DSI, on peut faire des thématiques, tu vois, pour changer d'interlocuteurs. Et surtout, pour nous, c'est le balai des nouveaux contacts qui viennent toujours alimenter nos opportunités, notre base de compte, etc. etc. Et ça vient d'où, ça, pour information? C'est dans tes war rooms, tu organises avec tes SDR. Tu parles de quoi? De ton CRM? Tu demandes au market de te pousser des listes ou au sales ops de te donner des comptes? Comment ça? Ouais. Donc, nous, dans les rituels, on a des territory reviews par trimestre avec un peu ce que tu fais au niveau des tierings. Donc, des tiers 1, 2, 3, 4 sur mes portefeuilles. Il faut savoir que moi, les commerciaux n'ont pas énormément de comptes, mais ils ont c'est des araignées de comptes, si tu veux. Par exemple, elle a 75 marques. Oui, c'est ça. C'est 80. Donc, en fait, c'est des séries dans les portefeuilles. Tu vois, ils ont 5 à 10 comptes sur lesquels ils ont déjà fait un premier tiering par rapport à un potentiel. Et sur ce tiering, ils vont répartir. Ils ont une obligation aussi de faire de la roulement de leur côté. Donc, ils ont le tier 0 qui est propriété du sales, quelque part. Okay. Et sur le tier 1, 2, 3, voire 4, on a une répartition par SDR, par des typologies. Et oui, ça part du CRM. On va identifier là où on a le moins de contacts.
et on va aller faire du sourcing sur plusieurs sources pour aller trouver. On fait un peu à la mano, je ne te cache pas, mais on prépare bien. C'est vraiment un travail de préparation du LDR. C'est très bien. Et comme ça, en plus, ça nous permet de réadresser vers les campagnes marketing, etc. Et ça met au moins toute l'équipe dans une certaine dynamique. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde... Ceci dit, c'est vrai que le métier de commercial est quand même un métier assez individuel et des fois, on peut avoir certaines personnes qui se sentent un peu isolées et seules. Et il me semble qu'il y a justement quelque chose que tu as développé qui permet à ce commercial d'essayer aussi d'avoir des contacts extérieurs. Tu peux nous en parler? Exactement. Moi, il y a un rituel que j'aimerais vous partager, qui est un rituel RH, et qui, du coup, prend en compte le programme de parrainage ou de mentoring au sein de l'entreprise. Ça, on a tendance à l'oublier. Et je vous avoue que tout a commencé quand je gérais en direct jusqu'à 20 commerciaux, avant d'avoir même de sales manager en direct. Donc, j'avais les commerciaux en direct. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve des relais d'information, des relais de croissance au sein de l'organisation. Et donc, pour ça, je me suis dit, OK, lançons un programme de parrainage où nos anciens ou nos plus seniors, donc anciens au niveau du timing dans l'entreprise ou les plus seniors, pourront accompagner les nouveaux entrants. Et on a même mis en place un programme d'escalade aussi de communication parce que quand on est head of sales ou même sales manager, vous savez à quel point toute la journée, on vacille d'une information à l'autre, de la résolution de problèmes, opérationnels et stratégiques. Et donc, parfois, il n'y a pas de niveau d'escalade. C'est-à-dire que j'avais des demandes un peu particulières sur des demandes de RTT et puis ça vacillait tout de suite sur une demande de plan de compte. Donc, le fait de mettre en place un programme de parrainage en interne m'a vraiment permis, je donne un exemple, je pense à Sophie qui était head of en l'occurrence Marseille, donc profil très senior, plutôt grand compte, etc. Quand j'ai Lucas qui est arrivé à Marseille, en plus c'était du management à distance, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il n'y a pas de présence physique au bureau, je me suis dit il faut absolument que ce soit sa marraine. Et Lucas a été pris en charge presque intégralement par sa marraine sur les techniques de vente, le cycle de vente, la gestion des prospects, les rouages en interne, la partie administrative. Et il y a eu rapidement, en tout cas, une vraie montée en compétence de la part de Lucas, grâce à Sophie et à son coaching/parrainage. Et d'un autre côté, pour les C-level, donc là, plutôt pour les sales managers, on a mis un programme en place de mentoring, où là, ils sont accompagnés par les membres du CODIR. Là, par exemple, j'ai un nouveau sales manager qui arrive mi-décembre. J'ai déjà pensé au mentor qui est donc Juan, en l'occurrence, ce sera toi. Et l'objectif du mentoring, c'est vraiment de mettre en place des rendez-vous, pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois, de ne pas forcément aborder que la question managériale. Et en fait, on a besoin d'avoir du soutien. De les faire sortir. Et on voit aussi aujourd'hui d'ailleurs à quel point il y a des gens qui sont prêts à aller payer du mentoring en externe pour se faire accompagner. On n'ose pas demander de l'aide en interne, alors qu'on est tous des pairs et qu'on pourrait... Oui, effectivement, accompagner, former, c'est assez complexe. Et j'imagine que ça doit l'être d'autant plus quand on démarre, pas de zéro, bien évidemment, mais quand, en tout cas, il y a un axe fort qui a été demandé, c'est OK, il faut développer, il faut aller plus loin. Et je crois que c'est le challenge qu'on t'a confié, Dorothée, c'est dire OK, là, vraiment, il faut prendre l'équipe et il faut étendre tout ça. L'objectif, c'était de développer l'outbound, donc construire l'outbound un petit peu from scratch. Avec tout ce que ça implique. Très beau challenge, et le challenge n'est pas terminé. Mais on le voit chez tout le monde, c'est un sujet très, très challengeant de développer de l'outbound, surtout dans une culture qui est plutôt une culture produit ou inbound. C'est un autre ADN. Donc, ça veut dire en effet créer from scratch des modules de formation, des modules de coaching qui sont beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus un peu micromanagement des fois, parce que c'est des populations qui sont parfois plus juniors aussi. Donc, pas mal de réécoutes de calls, de sessions vraiment de role-play, de répétition. Il y a beaucoup d'entraînement. Donc, c'est construire ces structures, ces rituels, ces routines, vous parliez toutes, qui sont intéressantes pour maximiser en effet très rapidement le potentiel de nos fameux sales et pouvoir développer une posture client qui est de plus en plus consultative, qui est de plus en plus experte, parce qu'en effet aujourd'hui on est face à des clients qui sont de plus en plus renseignés, qui ont déjà un niveau de connaissance de nos produits qui est déjà avancé. Et puis on a tout fait pour qu'ils on a fait un super site web, une campagne marketing formidable, donc heureusement qu'ils nous connaissent un petit peu et qu'ils ont l'habilité d'aller se renseigner. Mais ça veut dire que derrière, en termes d'interlocuteur commercial, il faut quelqu'un qui soit au-dessus de juste quelqu'un qui va aller pousser de la vente pure et dure. Donc, c'est vraiment une vente consultative, un expert et fonctionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut les coacher sur qu'est-ce que c'est que le métier de la personne qu'on a au téléphone, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit et comment on va pouvoir résoudre leurs problèmes au quotidien avec des choses très concrètes, avec un ROI qui est très clair. J'en reviens à mon ROI, mais un retour sur investissement. Quand on voit un produit, c'est bien de pouvoir quand même avoir un retour d'investissement qui est très clair. Chez Conto, on a des
des personas finance, donc des gens qui sont très pragmatiques face à la donnée et par rapport aux enjeux financiers. Donc, il faut être très rapidement capable de leur démontrer. Exposer, effectivement. Ah, voilà. donne B, donne C, Voilà. c'est bon. Combien ça va te faire gagner en temps, en argent, en intégration. Il faut être très concret et pour ça, il faut coacher au quotidien. Sauf que justement, pour coacher, tu vas avoir besoin de relais, de managers. Et c'est le point que tu évoquais. C'est que finalement, OK, on va se concentrer parfois sur la formation de nos sales, mais il y a une étape intermédiaire qui est quasiment cruciale. Il va falloir former nos managers, il va falloir les emmener. Ça, j'imagine, effectivement, entreprise américaine, tout le monde a ça et souvent, vous avez des process bien rodés. Et là, j'imagine que c'est au cœur, la formation des managers. Notamment depuis cette année, oui. On s'est rendu compte que, voilà, contexte macro un peu plus compliqué, etc. Nos first line managers sont déterminants sur le succès et comment on conduit tous ces changements dont on est en train de parler depuis le début. Donc, effectivement, chez HubSpot, on a mis en place un outil qui, tout simplement, va disséquer vraiment l'activité des reps. Quand je parle d'activité, je ne parle pas seulement du coup de fil. 3 grandes catégories assez classiques, Create, Progress and Close. Donc, on va vraiment analyser, en fait, on a un sales stack qui nous aide justement à analyser tout ça. Et on va sortir tous les mois des analyses qu'on va communiquer aux managers en disant, ben voilà, tu as tel rep, il a des difficultés en négociation, la partie progress avance pas bien comme il faudrait. Ici, attention, on a un problème d'hygiène de CRM. Finalement, on le met en avant, lui fournissant toutes les données qui va permettre son équipe. Les données et surtout les solutions. Et c'est ça c'est là où il y a eu un travail assez impressionnant de la part des équipes HubSpot. Moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais manager. C'est, ben voilà, ton rep a des difficultés sur l'aspect négociation. Voici toutes les ressources qui vont pouvoir l'aider. On est vraiment en train d'accompagner les managers à coacher leurs reps. Et franchement, et je pense que c'est primordial, et notamment quand il y a une adversité. Tous les outils. Et ça va faire un sens. C'est-à-dire que cet aspect de formation, de nos jours, elle va s'équiper de plus en plus de choses que c'est technique. Finalement, il va falloir leur fournir tout un tas de choses et on s'est tous équipés d'outils. Alors, on ne va pas faire la litanie des outils. J'ai typiquement... la personne qui a repris là, Juan, que tu mentionnais justement, le premier travail, il a repris. On en est à plus de 100 outils. Enfin, il m'a dit, waouh. Et effectivement, on en vient dans un contexte. Alors, ce qui est un peu surprenant, on dit qu'il faut être très rentable, très efficace. Mais oui, mais c'est justement avec des outils très spécialisés, d'ailleurs, que vous représentez, qu'on arrive à démarrer ça. Il y a un outil dont maintenant tout le monde en parle, donc on va aussi l'évoquer. Finalement, c'est l'IA. Alors l'IA, on en fait des tonnes. Voilà, on peut faire plein de choses avec. C'est d'ailleurs une question que j'ai finalement pour notre auditoire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ce qui m'intéresserait là, dans un premier temps, de me poser la question, c'est où est-ce que vous en êtes ? Et donc il y a une façon normalement de répondre sur le système. Exactement, sur le chat ou alors en direct sur la question. Si tu peux faire apparaître la question. Et donc, du coup, voilà, on attend vos votes. On reviendra dessus pour effectivement suivre ça. Ça nous intéresse de savoir où vous en êtes parce que l'IA, ça devient un peu primordial, quoi. D'ailleurs, c'est toi qui le mentionnais. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais posé la question en disant, est-ce qu'on en est à l'ère où ça y est, on offre un abonnement ChatGPT à tout le monde ? Tu m'as dit non. Par contre, l'IA reste quand même très présent. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Typiquement, chez Conto, on a pris ça plutôt très positivement. L'idée, c'est de faire connaissance avec l'IA, parce que c'est très vaste, ce n'est pas un seul outil. Et clairement, d'avoir aussi des gens qui sont volontaires pour se renseigner. Donc, on a ce système chez Conto d'ambassadeurs qui va, dans chacune des équipes chez Conto, essayer de tester des outils et après, centraliser cette information pour voir s'il y a des outils sur lesquels ça vaut le coup qu'on investisse. Celui qui en fait se voir à l'aise, comme ça, il se dit ah, super, je peux aller tester. Voilà, je peux aller tester. Il regarde alors, sécurité, compliance, etc. Ah oui, les RGPD, évidemment. Donc, il faut en effet sécuriser nos données au maximum, mais on est plutôt moteur dans l'idée de dire que ça existe, c'est l'avenir. C'est clairement quelque chose qu'on utilise déjà au quotidien. Par exemple, dans nos équipes commerciales, on a déjà des outils d'analyse conversationnelle qui nous permettent d'avoir une prise de notes extrêmement rapide, automatisée. Donc, ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup avec le produit Ringover. J'ai cru comprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au quotidien et des commerciaux qui n'ont pas connu ces outils-là sont ravis parce qu'ils me disent mais ça a permis d'éliminer une partie de mes tâches administratives chronophages et du coup de me concentrer sur le client. À forte valeur ajoutée, mais du coup, c'est vrai que ça permet vraiment de se concentrer sur finalement son call client,
d'être avec le client et non pas en train d'essayer d'absolument prendre des notes. Tout va être analysé derrière. Tout est analysé, donc c'est la manière aujourd'hui avec laquelle on travaille sur l'intelligence artificielle, mais clairement, je pense que les perspectives sont énormes. Ça va être énorme. Et d'ailleurs, il y a toute une vision. Alors, j'imagine, on en parlait. Pareil, Porté, c'est quand même une grande société HubSpot. Vous aussi, vous avez déployé de l'IA. Il doit y avoir toute une vision, toute une perspective derrière. Bien sûr, et le fondateur de HubSpot qui s'appelle Dharmesh Shah, qui est CTO aujourd'hui, complètement obsédé. D'ailleurs, je vous félicite, on a tenu 52 minutes avant de parler d'IA, ce qui est assez rare de le voir. On en parle tout le temps. Exactement. Moi, je peux donner des cours. Je suis professeur, je peux donner des cours sur l'IA même. Non, mais c'est un sujet passionnant et on parle beaucoup de changements, de rentabilité, de profitabilité. Donc aujourd'hui, chez HubSpot, on a déjà des choses qui sont mises en place, beaucoup dans le generative, aller aider dans l'écriture d'email, quand on a un appel entrant, demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me faire un récap de ce qui s'est dit pour le transmettre à la bonne personne, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà mises en place chez HubSpot. La semaine dernière, j'étais à Dublin pour un summit avec les directeurs de INIA. Il y avait le Chief Sales Officer, Christian Kinner, qui était là et qui nous a parlé d'IA et j'étais assez passionnée par ce qu'il nous a partagé. En gros, la vision qu'on a chez HubSpot, et on n'est pas les seuls, on ne va pas se mentir, mais c'est demain, pour nos équipes commerciales, d'avoir un espèce d'agent IA qui va accompagner le rep pendant tout le process de vente. Et donc, ce petit agent IA qui va être là et qui va vraiment screener tous les échanges, il va être là pour coacher le rep et pour dire attention, dans tel échange, j'ai entendu ça, j'ai capté ça. Je pense que tu devrais proposer ce produit. Ou là, tiens, j'ai entendu parler de ce cas, je pense que tu devrais envoyer tel cas client. Ou encore, attention, tu vas un petit peu vite. Est-ce que tu es sûr que tu ne devrais pas parler de budget avant d'aller... on a souvent celle-là, de parler de budget avant de passer en démo. Et donc, imaginez, demain, la vision, c'est juste d'avoir, grâce à l'IA, un rep qui, au lieu d'avoir peut-être 1 à 2 fois du coaching par semaine, demain, aura peut-être 50 fois du feedback. Donc, pour tout ce qui est onboarding, qui représente des coûts qui sont conséquents pour les entreprises, pour des organisations commerciales, imaginez la montée en compétences. J'étais ultra excitée. Oui, donc on a de l'IA générative, on a de l'IA analyse. Et finalement, demain, on a son petit compagnon qui va pouvoir nous aider et avancer en sécurité. Ouais. Et enfin, sur la question, on le voit, c'est tout le monde dit oui, ça impactera la vente et on veut vraiment en savoir plus. C'est évident que ça va l'impacter. Nous, on le voit par le déploiement de nos outils. Il y a de l'IA maintenant qui se répand et on voit les premiers feedbacks qu'on en a. Oui, c'est assez intéressant quand on se dit OK, maintenant on voit exactement les résumés, on voit directement l'analyse, les mots-clés qui ressortent. On peut réagir et même sur la supervision. Il y a vraiment quelque chose à faire, mais tout ça doit permettre non seulement de se former, d'être suivi et d'être meilleur, mais finalement, c'est aussi au manager d'assurer le suivi. Et donc, c'est la question que je pense que je vais vous poser en directrice commerciale. C'est OK. Bon, alors, pareil, des indicateurs de suivi, très bien, on peut en sortir plein, HubSpot en est rempli. Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est OK, pour vous, ça serait quoi l'indicateur un peu pertinent, un peu différent que vous ayez? Dorothée, je te laisse prendre la main. Mes traditionnelles matrices de performance que je pense que vous avez aussi avec nos indicateurs d'activité, input, output, pour être sûr qu'on est dans la bonne dynamique. Mais un indicateur que je commence très, très sérieusement à regarder et qui en revient avec notre sujet d'économie et de rentabilité, c'est l'histoire de coût d'acquisition, donc de CAC LTV potentiellement dans les milieux du SaaS, et qui nous permet de se dire, est-ce que finalement l'équipe que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'elle travaille sur le bon client avec la bonne méthode, la bonne vélocité et du coup la bonne rentabilité? Est-ce que finalement le canal d'acquisition aujourd'hui que j'utilise pour acquérir ce segment de marché, ce panier moyen, mais la renta au cœur, hein. Est au cœur. Donc en fait, vraiment se poser la question de savoir est-ce que mon équipe est pertinente, est-ce qu'elle travaille au bon niveau, et cet indicateur est de plus en plus intéressant. Et personnellement, on le calcule aujourd'hui pour chacune de nos équipes, que ce soit les équipes d'acquisition ou des équipes, par exemple, qui font de l'upsell, pour être sûr qu'on va upseller le bon portefeuille client, etc. Ouais. Et après, dans la notion de futur, je crois que c'est aussi ce que tu mets en place, Pauline, avec des OKR. C'est demain, OK, mais qu'est-ce qu'on va traquer pour que le plan de demain, il marche, quoi? J'ai découvert ça chez Ringover parce que je n'étais pas forcément hyper, en tout cas, au fait de ce sujet. Et l'OKR, en fait, c'est surtout à la base une volonté de l'entreprise de donner de la vision stratégique. Et donc, ensuite, c'est par ces OKR-là qu'on va définir nos propres KPIs et nos indicateurs de mesure. Et j'aime beaucoup cette logique de dire ça doit être top-down.
Et après, j'en fais ce que je veux en fonction de mes équipes. Et donc, du coup, nous, on a une réunion trimestrielle sur les OKR où chaque manager d'équipe, donc ça commence par les marchés, le marché français, le marché espagnol, le marché anglais et le marché américain, parce qu'on a lancé les US maintenant il y a près d'1 an. Et en fonction de ça, on définit les 3 grands critères et donc les 3 grands indicateurs que la société nous pousse. Et en fonction de ça, comment moi, j'en fais des indicateurs pour mon équipe. Et attention, des SMART goals. Qu'est-ce qu'on entend par SMART goals? Ce sont des objectifs mesurables, quantifiables. C'est hyper précis, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans un niveau de détail. Exemple, j'ai un problème aujourd'hui dans la gestion de mes leads. Donc c'est ça qui est fou d'ailleurs, parce que tout le monde veut gérer l'inbound. Alors quand on a l'inbound, ils ne sont pas rappelés sous 3 heures. Non, on attend parfois 72 heures avant qu'ils soient rappelés. C'est mort malade. Donc, c'est pas smart, ça. C'est pas smart. Donc du coup, l'un des OKR est clairement, il faut que mon équipe, avant la fin du mois ou la fin de la semaine ou la fin du trimestre, passe de 72 heures de traitement de ses leads entrants à 4 heures. Oui, ça donne vraiment une visibilité et très assez forte. Là, tu parlais de l'entrant et puis on a même aussi finalement sur la vie du prospect, du client. Et il y a un terme dans notre discussion que tu as utilisé, j'ai adoré, pipe fantôme. En disant, OK, il faut qu'on le traque, ça, c'est pas possible. Quand on a beaucoup d'inbound, on est moins inquiet sur l'avenir. Donc, on est peut-être un peu moins regardant sur le futur. Aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre, il y a 2 choses qui vont vraiment... Alors moi, je parle à mon niveau de First Line Manager, qui vont être très, très importants pour ma direction commerciale. Et j'essaye d'insuffler ça aussi à mes équipes, donc de coacher. Et moi, j'ai vraiment ce rôle aussi de coach sur la forecast accuracy. Je pense que ça a une terminologie dans ce contexte qui est quand même très, très, très importante. Le bon prévisionnel, quoi. Le bon prévisionnel. On est où et on veut... Voilà, c'est une lutte qu'on a. Et s'il y a mon équipe qui est connectée, ils vont bien rigoler de ça. Donc, on essaie de le faire d'abord en équipe. Et puis, on donne aussi les outils aux sales directement. Donc, nous, déjà, on a des KPI qu'on regarde sur la partie gestion du pipe, cleaning du pipe. Et on donne même les outils. Donc, on a créé des dashboards pour les sales en direct pour qu'ils puissent suivre leur pipe fantôme. Donc, vraiment, c'est une lutte d'avoir des opportunités qui traînent et qui sont ouvertes depuis 50, 60, voire 200 jours. Hein. C'est plus ça dont on parle parfois. Et du coup, il y a une action que tu mets en place aussi que j'ai adoré. Ouais. Alors après, c'est plus du coaching. En effet, quand moi, j'étais sales avant de devenir manager. Donc, je suis rentrée dans ce rôle-là chez Content Square en tant que manager. Et quand on arrive nouvellement manager après avoir été sales pendant presque 12 ans, on a l'habitude de faire certaines techniques. Et c'est vrai que moi, j'aime bien essayer de donner des petits trucs et astuces. Des petits tips concrets. Et si jamais il y a des sales dans la conférence, je pense que c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et de donner des templates. Alors, moi, je parle de lettres de retrait. Quand vous avez des offres, finalement, les clients ne vous répondent pas, le fameux ghosting qu'on peut voir sur les applications de rencontre parfois, plutôt en clientèle, là, où en fait, finalement, il y avait un vrai projet, il y avait vraiment des pains, des points de douleur, un contexte business. Normalement, ça va aller au bout. Voilà, on était vraiment convaincus que ça allait avancer. C'est dans tes commits et tu avais une date de clôture. Voilà, exactement. Tu vois, et là, je me dis, mince, en fait, mes sales me disent, ils répondent plus. Et donc, finalement, c'est leur envoyer, les réveiller? Exactement, c'est comment, en délicatesse, tu dis juste, voilà les objectifs qu'on avait convenus ensemble par rapport à votre projet. J'avais compris que dans le contexte, c'était assez important pour vous ou à venir dans les prochaines échéances. Mais finalement, n'ayant pas de réponse de votre part, j'imagine que ce projet a été dépriorisé finalement. Tout en leur rappelant les besoins qu'ils avaient. Exactement. Et les objectifs, le contexte dans lequel ils étaient, donc très spécifiques. On fait vraiment des lettres de retrait super spécifiques. Et donc, j'ai donné quelques templates, des modèles de lettres à mes commerciaux. Et puis, je me suis un peu battue pour qu'ils les envoient. Mais finalement, je leur ai dit, ça vous coûte quoi? Le client, il répond pas. Vous avez une offre à plus de 150 jours. Perdu pour perdu. Vous faites en plus une démarche hyper professionnelle de dire, voilà, j'ai compris dans votre contexte que c'était prioritaire. J'imagine qu'au regard du contexte ou de la situation, il y a peut-être d'autres priorités et ça a évolué. Je vous laisse revenir vers moi. Avec le rappel des objectifs, comme tu l'as dit, la valeur. Et finalement, on a des réponses à ce type de lettre. Et puis même, ça permet de clôturer. Je dis, une fois que vous avez envoyé cette lettre, OK, on ferme l'opportunité, on passe à autre chose. Voire même, vous allez avoir une relance ou parfois, les clients répondent, oui, je vais revenir vers vous, mais plutôt que l'année prochaine. Ouais, mais au moins, il explique le contexte. Exactement. Et encore une fois, je trouve que dans la démarche de conseil, on peut aussi alimenter notre champion en disant, pour information, on vient de rentrer une nouvelle référence dans votre secteur, etc. On a vu vos actualités. Donc, on est vraiment dans une démarche d'expertise. Et tout en essayant que je vais aussi un peu respecter par rapport à la démarche d'avant-vente qu'on avait pu faire. Oui, j'entends un point très précis, effectivement, et j'adore ce sujet. Pareil, des techniques, des points très précis que toi, tu suis? Là, je viens vraiment sur le contexte macro un peu compliqué que je surveille en général. Alors,
complètement aligné avec tout ce qui vient d'être dit, mais que j'aime bien regarder, c'est le niveau de discount. Quand on a un contexte macro qui est un peu compliqué, forcément, il y a moins de levée de fonds, les concurrents sont plus agressifs, etc. Donc, voilà, c'est normal qu'il y ait du mouvement au niveau du discounting. Mais je garde toujours un œil très proche, très rapproché sur ce KPI. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où les commerciaux peuvent faire un switch et ils vont se mettre à jouer pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Et avoir peur de perdre, il y a de l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, il y a de l'ego. Et du coup, il y a un impact qui n'est pas bon. Et en général, je challenge beaucoup. Et bien sûr, parfois, c'est valable, etc. Mais 90% du temps, on change le taux de discount et il s'avère que ça passe. Et donc, attention à ne pas oublier le value selling dont on parle tous. On est là pour vendre de la valeur, pour aider. Oui, le besoin. Mon en rien, c'est à chaque fois effectivement. C'est ça. Et moi, je le dis à mes reps. On est chez HubSpot. Moi, je suis fan du produit, donc je le communique aussi à mes équipes. Soyez fiers, ayez confiance en la valeur que vous apportez à vos clients. Oui, elle est forte. Et n'ayez pas peur de perdre. Enfin, jouer pour gagner. C'est ça que je veux vraiment surveiller via ce KPI très spécifique. Ok, ça marche. On a fait un peu le tour, mais j'ai quand même une dernière question et je vois l'heure. Normalement, on devait après passer à la partie de Q&A. Juste avant de passer à ma dernière question, qui est finalement un peu classique, mais que j'aime beaucoup, c'est OK, inspirez-moi. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui vous inspire, qu'on échange là-dessus. Il y a ceci dit une question qu'on aimerait poser à l'assistance. C'est OK, au vu de nos discussions, de nos regards, voilà, le contexte, on sait qu'il va quand même se corser. Il va falloir s'adapter, il va falloir réfléchir à ce qui est le plus pertinent en fonction des facteurs d'influence. Donc, il va falloir arriver à réfléchir à tout ça. Du coup, on a posé la question sur, d'après vous, c'est quoi finalement, qu'est-ce qui va être le plus important ? Donc, on va voir les réponses qui vont s'apparaître en même temps que je vais vous poser cette question qui va être très simple. C'est, vous suivez quoi, vous, au quotidien ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Allez. Et je pense que c'est, moi, en tout cas, j'adore la réponse. Donc, j'espère que notre Edouard, c'est... Allez, donnez-moi un tips, je suis qui, je lis qui, je vois quoi, j'apprends, je dois m'adapter, je vais où ? On est marre, on fera le tour. On regarde un ? Ouais. Alors, je pense qu'un livre qui est sorti récemment, qui est du coup issu du Media Tribe, qui est Start to Scale, qui a été écrit par le CEO de Parsoum. J'aime bien parce que c'est un peu le mode d'emploi de la start-up. Pour ceux qui ne viennent pas forcément de ce milieu, je conseille fortement de lire ce livre. Je pense qu'elle est adaptable à tout le monde. Oui. Parce que finalement, on parle souvent, start-up, environnement tech, mais parce que c'est des environnements qui, grâce aux effets de communication, ont des systèmes de croissance très forts. Mais finalement, ça se rejoint beaucoup d'industries. Et ce livre, oui. C'est actionnable. Tout à fait. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Très bon. Moi, j'ai juste un conseil parce que je l'ai découvert très récemment. Quand on est dans notre bulle, justement, et dans notre charge de travail, entre guillemets, et puis c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de contexte économique. Je rassure tout le monde, on saura faire preuve d'assez de curiosité et de motivation pour tout déchirer. Donc, il faut que le message soit extrêmement positif. Aujourd'hui, notre but, c'est juste d'apporter des solutions pour que ce contexte actuel ne soit pas vécu mal, mais en l'occurrence, qu'il soit bien vécu. Moi, mon astuce, c'est vraiment le réseautage. J'ai découvert ça. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à demander en ami des gens sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller demander à vos pairs, à des homologues dans d'autres boîtes. Parce qu'en fait, on aime tous donner des avis, donner des conseils. On se rend compte en plus qu'on a souvent des atomes crochus avec les gens. On crée des liens, on crée des contacts. Et donc, du coup, le réseautage, pour moi, est hyper important. Et j'ai j'ai un podcast, par exemple, celui que tu as fait, Dorothée, chez Women Sales Club, que j'ai trouvé extrêmement pertinent, surtout sur le process de recrutement. Donc, je le conseillerais. Et enfin, un livre, 90 jours pour réussir. Que vous soyez justement nouvel arrivant dans une société, que vous évoluiez dans la même société, ça vous donne tous les rouages et les clés pour réussir une nouvelle prise de fonction. Okay. Je le conseille. Lucille, qu'est-ce qui t'inspire ? Alors moi, il y a une chose qui est très importante, je pense, et je fais écho à ce que je disais sur la lettre de retrait. En fait, aujourd'hui, il y a Einstein qui a dit, c'est une petite phrase, un petit truc, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat qui est différent. Donc, à un moment donné, essayez, osez des choses. Ne pas se mettre de barrière mentale. Donc, je pense qu'on a la chance d'avoir des VP Sales vraiment qui nous donnent la possibilité de faire des nouvelles choses. Donc, essayez, ne pas se mettre de barrière mentale, faire des choses complètement disruptives. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est un livre que tout le monde connaît, mais et un vieux livre, pour le coup, tu disais un livre moderne, c'est Les 4 accords Toltec. Et je pense que c'est un livre qui... quelques fans autour de la... Ouais, je pense qu'on est un peu fan. Il y a quelques interviews, si vous regardez... Mais je trouve que dans ta carrière déjà, oui, ça, c'est vraiment pour moi important. La parole
qui soit impeccable. Voilà, c'est vraiment le terme qu'ils utilisent et j'aime bien. Et alors, il y a un deuxième axe, et moi, je peux vous dire, j'ai géré des très grands comptes dans des très grosses sociétés, parfois c'est dur, mais en fait, jamais une affaire personnelle. Et on en parle avec mon équipe tous les jours. N'en faites pas une affaire personnelle, on est voilà, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas personnel. Même si on met des war rooms, des choses magnifiques, t'inquiète pas, c'est tous ensemble. Ce n'est pas personnel. Exactement. Troisième axe, et ça, c'est encore une fois, je l'ai tous les jours, là, il y a Margot dans mon équipe, je fais une petite dédicace, elle est là. Ne faites pas de suppositions. Donc, le client, il ne vous répond pas, c'est peut-être pas parce que vous n'aimez pas, en fait. Tous les jours, on dit ça, oui, j'ai dû briser la relation, etc. etc. Non, il y a peut-être un point de presse, il est peut-être en vacances, il n'a peut-être pas vu ton email, il n'a peut-être pas enregistré ton numéro, etc. Il n'a peut-être pas écouté ton message. Et en fait, on fait beaucoup de suppositions, ce n'est pas nécessaire. On peut juste poser la question et on a des réponses en général. Et le dernier, et ça, c'est vraiment pour moi le mantra de tout ce qu'on peut faire, c'est toujours de votre mieux. En tout cas, avoir le sentiment de n'avoir jamais rien laissé à côté. Comme ça, on l'a senti. 4 énergies. Je suis persuadé que ça fait fatigué, Emmanuel. Et juste un dernier truc, quand je dis inspirez-vous aussi. Tu as parlé d'écosystème de réseau. Il y a plein de ressources quand on parle de verticalisation d'industrie. Moi, j'ai poussé mes équipes sur l'accès digital, sur des nouvelles communautés par industrie, sur le B2B. Et en fait, voilà, il y a plein de ressources. Et ils nous poussent toujours à dire, ouais, je vais être formé, etc. Il existe énormément de choses où vous allez trouver de l'inspiration pour adresser vos clients et votre secteur et devenir expert. Il faut aller chercher. Allez chercher. Et qu'est-ce que tu leur dirais d'aller chercher? Pour dire, je suis très inspirée par tout ce que vient de dire Lucille. Bien alignée, donc voilà, ma première prise d'inspiration, elle est là. Non, très, très alignée, sérieusement. Moi, il y a un aspect, l'aspect de ownership. C'est quelque chose qui est primordial, que j'ai toujours essayé de faire dans ma carrière. Tu as une fiche de poste, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est quand on voit un pain, quelque chose qui ne fonctionne pas, etc., essayer, en fait. Et je pense qu'on a une responsabilité en tant que leader de créer un environnement suffisamment sain pour que, moi, je crois vraiment aux vertus de l'échec, pour qu'on essaye, en fait. Et si vous saviez le nombre d'initiatives, même quand j'étais rep, que j'ai lancé, etc., il y en a la moitié qui n'a pas vu le jour. C'est pas grave. Et puis, il y en a d'autres qui ont été développées au niveau global dans mon ancienne entreprise. Donc, parfois, ça marche. Celles qui marchent ont un effet, j'imagine, très fort. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend et c'est tellement enrichissant. Voilà, je dis souvent à mes équipes, vous êtes le capitaine de votre propre bateau à un moment. Donc, allez-y, tentez des choses, essayez, osez. C'est ma maman qui me dit tout ça. Oh, Stephen. On sait comment, moi. Je pense que le message a été enregistré. Je pensais pas que c'était avec ça, quoi. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, dans les sources d'inspiration, moi, j'ai juste envie de revenir sur le rugby, l'équipe de rugby. On a tous envie d'être le garçon. Non, mais c'est un peu l'objectif qu'on a tous, d'arriver à un niveau de cohésion où on arrive à faire ressortir le meilleur dans chaque individu de l'équipe. Et ça m'a beaucoup inspiré. Il y a une diversité de postes, mais il n'y a qu'un collectif. C'est primordial, surtout dans le métier. On est d'accord. Eh ben, merci pour ça. On va du coup passer à une séance de questions si vous en avez. Intéressant finalement le sondage aussi qui a été fait. On voit que c'est très divers. Et d'ailleurs, on l'a cité. C'est-à-dire que pour s'adapter en 2024, il y a plein de choses à faire. Et donc, dans les réponses du sondage, on a vu à la différence de l'IA où on avait plus de 50% en disant oui, on sait que ça va impacter, il nous faut quelque chose. Sur ce qu'il va falloir faire en 2024, bah oui, c'est très large. Et on l'a vu finalement tout au long de cette conférence. On va prendre quelques questions. Parfois, on va voir comment on les distribue. Sur la partie, effectivement, hunting, farming, donc ça, on va voir finalement directement Lucille, puisque c'est toi qui as des cesses où tu dis, non, moi, ils font les deux. J'ai envie qu'ils fassent les deux. Ok, comment ils font pour se répartir? Comment ils font pour définir leurs priorités? Ils se lèvent un matin et disent, non, là, je n'ai pas envie de les appeler. Lui, allez, tiens, je vais appeler des nouveaux. J'ai facile la répartition du temps sur le hunting farming. C'est pour ça que les territory review est vraiment le plan, les rituels sur les plans d'action que vous mettez sur l'organisation, le tiering des comptes, etc. Après, ça nous permet déjà de cibler. La première chose, c'est de cibler. Moi, j'ai des portefeuilles où je pense à Paul dans mon équipe qui a 80% de renew. Donc, il va vraiment être plus sur déjà finaliser ses renew. Il y a aussi une question de temporalité en fonction des échéances, des comptes, et t'as une date d'anniversaire du contrat, tu sais que c'est un moment clé dans la partie farming, tu vois. Sur la partie nouveau logo, on va aussi toujours adresser avec des moments du contexte, mais aussi
surtout du contact. Donc, on va faire des campagnes un peu spécifiques. Et puis après, ça va être aussi par opportunité. Par contre, ce que je demande à mes sales, c'est de bloquer du temps. Donc, on a vraiment du temps. Donc, je l'ai fait en war room, en collectif, ça c'est à mon niveau, mais aussi de leur point de vue et dans leur propre agenda, de bloquer du temps pour faire du hunting versus du farming. Parce que le hunting, ils vont pas y aller. Donc, on va aussi aller regarder les KPI d'activité, tu vois. Moi, je commence à regarder de plus en plus des KPI d'activité. Donc ils font les deux, plus compliqués. Alors, ne serait-ce que, tu vois, moi, j'avais un sujet, c'est aussi d'aller en rendez-vous. On a, avec le Covid, beaucoup de l'habitude, maintenant, moins l'habitude de partir en rendez-vous. Et sur les deux sujets, que ce soit sur le hunting et le farming, c'est comment on arrive vraiment à revenir en clientèle et à multiplier les échanges en clientèle. Après, dans le farming, dans le hunting, c'est aussi leverager le réseau. Donc, moi, une activité partenaire qui va permettre d'adresser, typiquement dans le secteur public, on va aller d'adresser du one point ou des partenaires très spécifiques qui vont nous dire, on a des appels d'offres sur ces sujets-là, et là, il faut prendre du temps. Donc, c'est spécifique à chacun des commerciaux. D'accord. Du temps prévu dans les agendas, du temps en collectif pour motiver ensemble, et puis une temporalité. En fonction aussi, nous, on a des quotas trimestriels. On va avoir des quotas de renew et de new en fonction qui sont un peu différents. D'accord, donc tu vas pouvoir le suivre, mais par contre... C'est quand même un double objectif. Oui, effectivement. Ouais, j'ai toujours un objectif de... Et au trimestre, du coup. Au trimestre, Okay. Alors il y a pas sur moi, mais... Et à la limite, si pendant 2 mois, il n'a pas... Non, on a quand même une vision. Si mes managers écoutent ça, on a une vision au moins, mais le quarter, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, on est en fin de quarter, là, en ce moment. Mais, et merci de prendre le temps de lire et d'échanger, surtout. Et donc, le renew, la net rétention, et l'upsell et la croissance pure. Voilà comment c'est réparti. Ok, il y a un sujet qui a été mentionné, qui est un peu large. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut le prendre. On voit au travers de l'évolution de la société, mais surtout de son économie, qu'il y a des notions de freelance qui interviennent, des fonctions qui étaient typiquement avant complètement internalisées, commencent à s'externaliser. On voit les explosions des plateformes type Malte et autres. Est-ce que vous, dans votre organisation, vous imaginez travailler avec des commerciaux extérieurs ? Moi, j'ai des commerciaux externalisés qui ne sont pas des freelances. Par exemple, j'ai une partie de mon équipe qui est chez un partenaire externe, qui est du coup externalisé. Donc, je pense qu'il y a plusieurs dans la question aujourd'hui. J'en ai à peu près 25. C'est une des parties inbound, en tout cas, sur lesquelles aujourd'hui on va pouvoir traiter nos plus petits segments sur cette partie-là. Mais là, la question, c'était vraiment sur le freelancing. Elle était sur freelancing, mais c'est un peu différent de l'externalisation. Pour moi, c'est encore autre chose. C'est l'étape d'après, on va dire. C'est d'abord, tu as le partenaire qui va t'encadrer, qui va mettre de la structure. Parce que la question est là. Pour moi, le freelancing, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je ne fais personnellement pas appel à des commerciaux freelance, parce qu'on le voit, on met un investissement conséquent en sales enablement, en coaching, en formation. On veut que les gens restent. Ouais, la formation devient tellement clé. On l'a dit, la formation, le suivi, les outils, tout ça, il va falloir les former. C'est tellement vite. Néanmoins, l'agilité du freelance, c'est intéressant, je pense. Et c'est pour ça que dans des plus petites boîtes, c'est quelque chose qui est déjà assez présent. Quand on a besoin de tester son marché, on ne sait pas encore si on va avoir besoin d'un modèle SDRAE ou full stack. On n'en a aucune idée parce qu'on commence. En effet, le freelance, pourquoi pas ? Parce qu'on va avoir besoin de gagner en flexibilité. Oui, peut-être sur un marché très spécifique, des choses comme ça. Mais effectivement, là, je vois toutes vos têtes effectivement opinées. Parce que nos achats, par contre, je vois de plus en plus d'acheteurs freelance. Tu vois, dans les sociétés qu'on adresse, dans les clients, c'est juste un parallèle assez intéressant. Avec l'avenir nous dira. Je peux comprendre aussi que dans des grosses entreprises, on a une capacité à investir sur la rétention de nos collaborateurs et que le freelance aujourd'hui ne soit pas forcément une des opportunités qu'on creuse. Non, je suis d'accord, effectivement. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, l'investissement avec LCFA. Il y a des questions intéressantes là qui est sortie. On n'en a pas finalement parlé trop, mais quel est le canal pour vous ? On va revenir au basique finalement avec cette question. C'est OK, il va falloir aller chercher du nouveau logo. Ça marche encore comment ? On y va aller avec du LinkedIn, du mail. Il n'y a que ça qui marche. Désolée. Il y a du mail, il y a du LinkedIn. Il faudrait faire un mix tellement. Alors, effectivement, et c'est un très bon point de remontée, il faut être là où le prospect est chaque jour de sa journée. Donc, je veux que le matin à 9h, il me voit. C'est-à-dire, quand il va ouvrir son téléphone et qu'il va ouvrir son LinkedIn, il faut qu'il me voie. Je souhaite qu'à midi, quand il ouvre ses mails, il trouve un mail de moi. Je souhaite qu'à 14h, quand il vient de sa pause déj, je l'appelle. Je souhaite qu'à 17h, potentiellement, quand il est sur une conférence, un salon ou un after-work, je sois là. Donc, il faut être là où le prospect est. Je suis d'accord.
Mais par contre, si vous voulez vraiment utiliser un canal prioritaire pour de l'acquisition, c'est le téléphone. Il n'y a que ça qui marche. Parce que vous avez beau envoyer une bouteille à la mer, pour moi, un email est une bouteille à la mer. Les taux de retour, on le voit aujourd'hui. Même moi, je suis assommée par les nombre d'emails et de messages LinkedIn. Désolée à ceux à qui j'ai pas répondu d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais en l'occurrence, sorry for them, mais j'ai toute la journée des mails et des messages LinkedIn commerciaux. Prenez votre téléphone. Et quand j'ai mon téléphone, que je suis appelée, alors quand c'est sur mon perso à 23h, je suis un peu dérangée. Par contre, c'est ça, parce que c'est la question qu'on va poser derrière, c'est comment c'est perçu, parce que le call calling, et c'est une des raisons pour lesquelles finalement l'outbound devient de plus en plus dur, c'est que appeler en permanence, alors j'imagine des grands comptes, ça doit être encore plus difficile à mon avis. Ouais, c'est normal, mais par contre, du coup, sur une démarche d'appel que je comprends et qui peut s'entendre sur des typologies de marché, j'ai l'impression quand même que c'est de moins en moins bien perçu. Comment on arrive à passer cette barrière? Quel est le discours? Comment on les forme, les commerciaux, pour dire, OK, vous êtes forcément en dérangement parce que normalement, tout le monde est occupé dans sa journée et pourtant, vous allez réussir à l'accrocher. On les forme comment? Plusieurs fois, c'est la personnalisation. Effectivement, si tu appelles un vendeur de chaussures et que tu lui parles de maillot de bain, ça va fonctionner. Je pense qu'il y a un travail de recherche qui est à faire. Je suis complètement alignée avec Pauline sur le fait que le téléphone, c'est le meilleur année d'un sales. Et on a beaucoup parlé de la bande. Moi, ça a été ma formation. Je trouve que c'est le meilleur métier du monde. Et je tiens à le dire parce qu'on dit que c'est dur. Et alors, c'est un métier formateur. Et je pense, et je reviens sur, je recrute des potentiels plutôt. C'est la meilleure. Même pas. Oui, aussi. Non, mais c'est la meilleure formation du monde. Et quand on sort d'école, etc., j'ai tellement appris en faisant ça. Et donc, il y a un aspect de personnalisation, il y a un aspect de formation. Bien sûr, il faut savoir faire du name drop, avoir l'intérêt, avoir un compelling event qui va faire que on va aller titiller l'intérêt. Exactement. Ce que moi, j'appelle la raison d'être. C'est comment, finalement, j'attaque et je dis, OK, on fait ça, pourtant, on résout tel problème. Et c'est vraiment, on l'accroche très rapidement, avec 2-3 noms, comme tu mentionnais. Et là, ça marche, on arrive à les prendre? C'est par une question. Je vous appelle parce que j'ai vu qu'on parlait énormément de vous. Alors, je travaillais dans la média intelligence avant. Je vois qu'il y a des... Ouais, mais pas tant que ça. Avec mon outil, j'avais mon organisation, j'ai vraiment créé une méthode qui, je savais de quoi je parlais, mais j'y passais pas 20, okay. Voilà. D'accord. Là, je vois qu'on parle de... vous étiez au courant? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est en Iran? Et donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui fait que là aujourd'hui mes commerciaux s'adressent par exemple à des équipes commerciales. Si j'appelle j'en sais rien, le directeur commercial, je dis je veux savoir comment vous faites pour optimiser le travail de Lucas, Marie et machin. Ça intrigue. Donc on pose une question. Ça moi j'appelle ça les burning questions. Ça, voilà, ou en français j'ai traduit ça par les questions qui font saigner. C'est-à-dire qu'on sait qu'en posant ça, il va se retrouver en disant mais attends. Voilà, c'est ça. C'est pas, non, je suis pas intéressé, je lui fais une déballe produit. Bon, ok, très bien, vous avez tous fait ça. Et on parle pas de soi. La technique du silence. Et c'est difficile parce que quand t'appelles, t'as forcément, toi, t'es hyper mal à l'aise avec le silence, alors que c'est la clé du succès. Et c'est la clé du succès. Et en église aussi, je dois dire, et quand t'es en négociation, quand t'es en closing, quand t'es en storytelling, le moins tu parles. Comme tout le monde est mal à l'aise avec le silence, c'est lui qui va parler en premier. Et attention, je reviens sur un petit point pour commenter. OK, ce premier appel, il doit vous servir à faire quoi? Vous leur dites quoi? Il doit obtenir quoi? Et qui doit se traduire? Par poser des questions, par avoir prochaine étape. Tous les meetings, je précise ça, c'est vraiment important. À chaque fois, moi je le vois, c'est quoi? On réengage sur une prochaine étape avant même de raccrocher, avant même de partir. Ça, c'est un truc, je le vois, c'est un réflexe qui est quand même basique, mais pensez-y, c'est vraiment. Ou alors prenez de l'info. Oui, si tu n'as pas ton Excel, pour moi, tu prends CRM. Exactement. Tu prends son outil actuellement utilisé, tu prends des informations sur nos collaborateurs, tu prends son projet. Quelques éléments. Et alors aussi, ne tapez pas trop. Les opérationnels adorent parler d'eux. J'en peux plus qu'on veuille toujours appeler le final. Ouais. En fait, c'est eux qui vont vous donner la clé pour ensuite adresser les bons personas. Il faut vraiment passer au niveau de l'opérationnel. Et toi, tu parles de raison d'être. Et toi, tu parlais tout à l'heure de mix de channels et de canaux. Moi, je dis toujours à mes équipes, c'est quoi l'histoire? Et j'aime bien, OK, mais c'est quoi ton histoire? Que ce soit pour un deal, pour... voilà,
c'est quoi l'histoire derrière pour le client, en fait? Et c'est l'histoire des canaux, même. Tu vois, oui, j'ai vu sur LinkedIn, il y a eu ça. Ensuite, un tel m'a arrêté. Non, mais voilà, le silence. Et ça, quand on doit mettre ça en place, je reviens à toi, quand on doit mettre ça en place, tu l'as dit, il faut aller créer quasiment toute l'équipe. Comment tu fais? C'est quoi comment tu vas les former? Tu les entraînes à quoi d'abord? Je pense que tu les entraînes au produit déjà et au persona. Donc, l'important, en effet, on l'a tous dit aujourd'hui, il faut quand même connaître les gens à qui on s'adresse pour avoir un minimum de personnalisation sans avoir à surpréparer les calls. Donc, on est vraiment sur quelque chose où le call doit être préparé en même pas 2-3 minutes grand maximum. Donc, en fait, oui, il faut être extrêmement efficace puisqu'on parle de gens qui font des 30 à 50 calls par jour. On n'a pas le temps d'aller scraper LinkedIn pendant 20 minutes. Non, c'est pas un call. Ça, c'est pas possible. Enfin, pas sur des paniers moyens. C'est ça. Ça dépend du panier moyen. Ça dépend. Je pense que toi, tu as plus de temps. Clairement, nous, aujourd'hui, on est sur une activité de Pauline. Donc, il faut les entraîner à rapidement s'intéresser. Et on en revient à nos stratégies de segmentation par industrie. Parce que plus on est spécialisé sur une industrie, plus on peut recycler son pitch. Donc ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît sa persona, c'est tout le temps la même personne à peu près dans une boîte et c'est tout le temps la même industrie, le pitch est standard et là, on peut y aller, on peut dérouler des listes et une productivité extrêmement efficace. Okay. Et d'ailleurs, on voit bien cette notion effectivement entre les petits, les grands, comment on va suivre, effectivement, la méthode qui va être légèrement différente. On ne peut pas y passer le même temps et comme on a tous dit, OK, c'est dans l'efficacité qu'il faut y aller. Donc, effectivement, ça va scorer. Il y a quand même aussi un facteur d'influence très fort, c'est finalement la concurrence. Ça va revenir à un des points que tu mentionnais tout à l'heure, qui est finalement sur le discount. OK, mais gagner, tu l'as dit, il faut y aller en disant on a envie de gagner. Donc, baissez pas pour baisser. Mais comment tu leur fais prendre en compte la concurrence? C'est-à-dire quoi? Tu as une baguette magique, tu connais déjà les prix, donc tu dis non, il n'y a pas besoin de baisser. Comment finalement tu les fais agir par rapport à cette concurrence? La magie de la négo, il y a une connaissance de son écosystème. Je pense que, chez HubSpot, on a des battle cards assez précis sur chacun de nos concurrents pour savoir comment ils se positionnent. Oui, il y a beaucoup de chance. Mais ça développe ça, on en a un peu parlé, on l'a évoqué, mais la battle card, ça devient primordial parce que finalement, OK, l'océan bleu, on aurait tout ça, ça serait super, mais on n'y est plus. C'est quand même, tous les océans maintenant sont des océans rouges avec des clients qui sont très informés. Donc, effectivement, la battle card, qui est simplement l'analyse concurrentielle et le positionnement, devient primordial. Et c'est grâce à ça, il y a des prix quand même, vous donnez les prix ou vous donnez des indications? Vous dites non, de toute façon, on tient, les États-Unis, ils ont dit que c'était tel prix, vous ne bougez pas, quoi. Non, alors, il y a des mouvements quand même. Il y a aussi l'enjeu de timeline dont on parle. Donc, le discount, ça peut aussi permettre de bloquer des timelines. Il y a des histoires de donnant-donnant. C'est tout le jeu de la négociation. Mais dans une certaine mesure, bien sûr. Et après, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est la connaissance de son produit, la valeur qu'on va ajouter. À un moment, on ne peut pas comparer certains concurrents avec ce qu'on propose, etc. Donc, c'est reprendre confiance en sa valeur et être en maîtrise de son écosystème et de ce qu'on va offrir et le ROI qui est derrière et qu'on va pouvoir démontrer. Donc, finalement, la concurrence, oui, est intéressante, mais on ne va pas tout faire à cause de ça, quoi. Sur les prix, etc., dès lors que le client a verbalisé la valeur. C'est une chose que nous, on la verbalise et qu'on en est conscient, c'en est une autre que le client verbalise ses problèmes aujourd'hui. Il verbalise, je précise parce qu'on a souvent en tête, ah oui, c'est ça son enjeu. Comment il le formalise, comment on va le chercher? Comment il va le chercher, et surtout, comment il le valorise en termes de manque à gagner éventuellement et de risque pour lui. Et une fois que cette valeur elle est vraiment verbalisée, pour lui, ça va être difficile d'aller chercher du discount parce que s'il a vraiment perçu, il va être convaincu directement de la proposition financière qui va être associée à cette valeur. Et pour ça, il faut avoir bien découvert le client et ses pains, parce qu'il a appelé des pains. Il a appelé ça le prix les plus dangereux. Exactement. OK. Sur la partie un peu évolution, je surveille l'heure. Il nous reste encore 5 minutes. Des choses... Ils ne sont pas tous partis prendre l'apéro. On a parlé de la concurrence, on a parlé de différents contrats, on a parlé aussi de la partie finalement entre les grands comptes, les petits comptes, sur le fait que quelque chose d'assez sensible, on peut les changer, on peut enlever les SDR, donc finalement il y a toute une place qui va se prendre, mais finalement à la fin on va rester sur il va falloir quand même traiter des leads, fixer des quotas.
comment vous les définissez? Comment vous dites, OK, on n'ajuste pas, OK, il y a un truc qui est bien, c'est voilà, on a tel chiffre d'affaires à faire, ça ne change pas? Ou est-ce que finalement, il y a une fluctuation et il peut y avoir quelque chose d'un peu différent là-dessus? Comment vous les figez? Les quotas? Ouais. Il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu, en effet, financier, oui, de j'ai besoin de faire tel revenu, donc si je recascade en arrière, ça donne tel quota. Et moi, il y a un quota aussi qui est important, c'est le quota de capacité. Il y a aussi un quota qu'on a humainement pas les moyens de dépasser, en fait. Combien humainement je peux gérer de deals, d'opportunités dans un pipe ou de deals en closing? Et là, il y a une limite. C'est 24 heures dans une journée. C'est ça. Et ça, il faut en avoir conscience parce qu'en effet, on est toujours désireux de faire plus, de leur demander plus. Mais à un moment donné, où on va dégrader soit la qualité, soit le work-life balance. Donc, en fait, c'est trouver un quota qui est suffisamment raisonnable et en même temps intéressant en termes de productivité. Il y a un plafond à un moment donné qu'on peut néanmoins ne pas dépasser, puisqu'encore une fois, on travaille avec de l'humain. On n'a pas remplacé encore nos commerciaux par une intelligence artificielle qui, elle, aura un quota déplafonné, clairement. Mais voilà, d'avoir quelque chose quand même qui permet de s'épanouir dans son job, d'avoir un respect du client aussi. Parce que plus on augmente les quotas, plus finalement le travail aussi est un peu bâclé. Donc de pouvoir aussi penser client et qualité du conseil et du suivi. Ça, on en revient, c'est vraiment de toute façon à tous les interventions commerciales, hein, c'est souvent le mot de la fin, hein, c'est le client. Le client... oui, c'est ça. Et en plus, on l'a dit, c'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'il soit informé. Donc, de toute façon, il est de plus en plus à même de prendre des décisions. Ça veut dire que quand on va aller le chercher, ça va être de plus en plus dur aussi parce qu'il y a une certaine compétition, il y a une certaine morosité des budgets, ça a été évoqué. Donc, il va falloir effectivement s'adapter aussi bien en interne qu'en externe. Finalement, donc tout ça, ça fait partie finalement de tous ces changements qu'il va falloir exercer, que vous avez mis en place d'ailleurs, et merci d'avoir échangé avec ça. Ça devient quand même, on le voit, très tendu, très compliqué, mais il y a des actions à faire, il y a vraiment des possibilités. En plus, il y a des sources d'innovation, il y a des sources d'intérêt. Donc, les différents podcasts, j'ai noté, Women in Sales, j'irai voir. Pas de souci. Le livre, je les connais et ça, j'adore. Moi, je suis effectivement aussi un très, très grand fan. En tout cas, je pense que ça a été très intéressant parce que à chaque fois, les organisations, c'est finalement que le reflet des humains. C'est un organisme qui vit. Cet organisme, il faut l'entretenir, il faut le former, il faut en faire des suivis permanents. Donc, tout ça, vous le mettez en place et en plus, ça change. Donc, il va grandir ou des fois, il va rapetisser ou on va dire, ah non, finalement, on va le mettre un peu par là, on va le mettre un peu à gauche, un peu à droite. Donc, il va falloir s'adapter, parfois dans des structures assez importantes, parfois dans des microcosmes, parfois dans des clients. Alors, il y en a 10 000, j'ai entendu ce nom, moi. OK, 400 000, ça devient énorme. Donc, et puis... Non, il y a vraiment toute une diversité. Et en tout cas, merci d'avoir participé à ça parce que c'était vraiment l'idée justement de OK, comment on va mettre l'organisation, les différents outils, les différents process. Nous, c'est des exercices qu'on va faire de manière récurrente, qu'on va essayer de redonner à la communauté parce que ça aussi, je sais que c'est un de vos leitmotifs très forts. Voilà, on a dit OK, qu'est-ce qui nous inspire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut redonner? Donc, il y a des choses à faire. On organise, nous, un prochain au mois de décembre, typiquement avec Zendesk, on va reparler d'IA. On va parler sur la Customer Journey. Justement, on va reparler finalement de ce client, non plus en termes d'organisation, à comment on s'adapte à lui, mais finalement, c'est comment lui, on doit le prendre en considération. Tu as mentionné typiquement les touchpoints, donc on va faire tout ça. Ça sera au prochain. Avec plaisir pour se revoir en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous et un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je pense que c'est le cas vu les sourires qu'on a et donc à une prochaine fois. Merci beaucoup.